voit, que les fabricants, font des efforts dans la réparabilité de leurs appareils en général, que ça soit au niveau, des composants, de l'accessibilité. Bonjour Sandra Aubois. Bonjour. Vous représentez donc en France la société iFixit, entreprise américaine, bien connue des geeks, j'ai envie de dire, notamment pour ses tests de réparabilité. Vous pouvez nous présenter un petit peu iFixit? Donc iFixit, a été créé il y a 21 ans maintenant aux États-Unis. On a également un siège en Europe depuis 11 ans en Allemagne, à Stuttgart. Donc on est bien implanté, aussi en Europe. Et iFixit, on peut résumer ça, c'est une plateforme en ligne, qui veut rendre la réparation accessible à tous. Donc on essaie de mettre en place une sorte d'écosystème qui permet de favoriser la réparation à tous les niveaux. Par exemple, on propose des tutoriels donc qui nous ont fait connaître, au fil des années. Là, actuellement, on en a plus de 100 000 dispo, sur notre site, traduits en 12 langues. On a une énorme communauté aussi qui participe à la traduction, à la réponse sur le forum, et à promouvoir, la marque et la réparation, un peu partout dans le monde. Et bien sûr, on a la partie boutique en ligne où on propose les pièces détachées pour réparer les appareils et les outils qu'on conçoit en interne aussi. Voilà, donc c'est un écosystème pour, rendre la réparation accessible. Alors, iFixit est connu pour ses vidéos dans lesquelles, on décortique tous les produits high-tech, principalement les smartphones, pour savoir s'il est possible, facile ou pas, de les réparer. Oui, c'est vrai que l'histoire a un peu commencé comme ça. On s'est fait connaître par les fameux tear-down, les démontages complets. Nos équipes, démontent, les smartphones ou les appareils pour voir comment c'est fait à l'intérieur et voir le niveau de réparabilité, physique, de chaque appareil pour voir est-ce que c'est long, est-ce que c'est compliqué pour, changer la batterie parce que par exemple c'est une panne les plus courantes, les écrans et on donne une note de réparabilité. On a notre propre indice de réparabilité qu'on avait mis en place avant, l'indice de réparabilité français et donc ça permet aux gens d'avoir un aperçu de l'appareil qu'ils peuvent acheter et voir s'il est réparable. Derrière ça, on le comprend et on le devine, il y a une vraie, volonté, d'aller vers, plus de durabilité pour ces produits, protéger l'environnement et cetera. Est-ce que vous avez constaté au fil des années, du fait de, ces tests et du fait de votre action, une évolution? Est-ce que, ça a changé? Alors oui, on voit, que les fabricants, font des efforts dans ce sens, dans la réparabilité de leurs appareils en général, que ça soit au niveau, des composants, de l'accessibilité. On espère qu'on a eu un impact dans ce milieu. Après, c'est vrai que grâce à notre expérience, au fil des années, certaines marques se sont tournées vers nous pour nous demander conseil. Et effectivement, il y a les législations qui se sont mises en place, un peu partout dans le monde, qui promeut la réparation des appareils et c'est vrai que les fabricants se sentent obligés de se conformer, heu, voilà, à ces législations pour rendre, accessible la réparation, que ça soit au niveau, financier, économique pour les gens et la durabilité parce que, Mmh. voilà, c'est un vrai sujet d'actualité. Bien sûr. Oui, parce qu'on sait que le gros impact environnemental de la tech, c'est surtout au moment de la fabrication, en fait, des appareils, hein? Ouais, c'est à peu près 80 de l'impact environnemental d'un appareil qui est produit lors de sa fabrication, que ça soit l'extraction des matériaux, des minerais, la pollution qui est liée à cette extraction, l'eau utilisée, voilà, la pollution des terres et de la biodiversité et c'est vrai que c'est à peu près entre 80 et 85 de l'impact, c'est, au moment de la fabrication de l'appareil. D'où l'importance de réparer et d'éviter de racheter neuf, à chaque fois pour limiter au moins cet impact. Puisqu'on parle surtout des smartphones, c'est quoi la durée de vie d'un smartphone aujourd'hui? Alors, il y a une différence entre durée de vie et le changement de chaque utilisateur. Parce que c'est vrai que la durée de vie, maintenant, les lois et les mises à jour, c'est minimum 5 ans. Après, on sait que statistiquement, les gens ont tendance à changer tous les 2-3 ans de smartphone parce que, voilà, la batterie va décliner un petit peu, parce qu'on a envie du nouveau modèle, parce que, voilà, pour diverses raisons.
Faut qu'on arrive à faire changer un peu les consciences aussi, de se dire que c'est pas parce que la batterie est un petit peu plus faible qu'on peut pas la changer et conserver son téléphone parce que voilà, le nouveau modèle, il y a pas tant de différence, hein, niveau fonctionnalité et ça peut convenir tout à fait. Oui, alors ça peut convenir tout à fait, peut-être à une grande partie des utilisateurs, mais l'histoire de ces produits-là, c'est aussi une évolution technologique, permanente, avec un besoin de puissance, exponentielle. Là, il y a l'intelligence artificielle qui arrive sur les smartphones. Ça ne pourra, fonctionner que s'il y a des machines puissantes, ce qui va obliger, en fait, encore une fois, à faire évoluer son téléphone. Alors oui, effectivement, il y a certains qui ont besoin à chaque fois les derniers modèles pour la puissance. Après, en toute honnêteté, au quotidien, le commun des mortels, a pas forcément besoin du dernier iPhone, avec, peu d'évolution d'une année à l'autre. Heu, voilà, nous on dit pas qu'il faut jamais changer d'appareil quand on en ressent le besoin. C'est juste qu'il faut qu'il y ait un réel besoin que l'appareil soit irréparable ou qu'il soit vraiment trop obsolète pour se dire: «Bon, bah, OK, là, peut-être, il faut que je change» et pourquoi pas se tourner aussi vers le seconde main, le reconditionner, pour voilà, des modèles plus récents que ce qu'on pourrait avoir. Heu, Nous, notre idée, ça serait un peu de limiter cette, société du tout jetable, de consommation, de surconsommation pour dire: «Ah ouais, j'ai le dernier qui est encore plus puissant», mais au final, la plupart des gens n'utilisent pas toutes les fonctionnalités. Donc voilà, c'est limiter et de prendre un peu conscience du fait que changer, racheter tous les ans ou tous les 2 ans, pour une utilisation qui reste, quasi équivalente, c'est pas forcément utile. Bon, après, il y a le marché de la seconde main. Les appareils, aujourd'hui, ont une deuxième, voire une troisième vie. Alors oui, ça c'est une très bonne chose. Après aussi pour ce marché de la seconde main, c'est favorisé pour les appareils qui sont réparables. Voilà, parce Oui. que pareil, faut pour une seconde main, souvent il faut remplacer la batterie pour leur mettre un petit peu d'aplomb. Donc oui, c'est vrai que une solution qui est intéressante pour, si on veut évoluer sur un modèle un peu plus supérieur à ce qu'on a, la seconde main, le reconditionner, ça peut être une bonne idée. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des bons et des mauvais élèves? Alors oui, oui, après tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a certains qui vont faire des progrès sur certains aspects. Après, on sent qu'il y a quand même une tendance assez générale sur l'amélioration de la réparabilité. Après, il y a des bons élèves qui qui se qui se mettent, en avant par rapport à ça depuis le début. Par exemple, des marques comme Fairphone où c'est carrément leur vision des choses, où, ils intègrent la réparabilité, dès les premières phases de conception. Donc, Mmh. ça Mais c'est pour le très particulier et c'est un marché microscopique. Bah, c'est un marché bon, microscopique, je ne sais pas, mais après, enfin voilà, c'est intéressant de voir que des marques peuvent, intégrer cette notion dès les premières phases de conception et pas se dire au dernier moment: «OK, bon, comment on peut faire pour que la batterie soit pas si compliquée à retirer?» On voit des marques qui font des progrès, Google, Microsoft, les derniers modèles sont beaucoup plus réparables Enfin, et Microsoft, ils ont pas beaucoup de non, smartphones. Ah, vous alors parlez c'est pas des ordinateurs de voilà, c'est des marques au global, c'est pas forcément que ouais. smartphone. C'est vrai que enfin Microsoft, oui, c'est plus sur la partie, tablette, PC. Mmh. Google, c'est oui, sur les pixels, donc voilà, on sent qu'il y a des tendances, en ce sens et nous, on est plutôt contents de voir que des marques font des progrès et qui essayent d'intégrer ça, de se dire, voilà, c'est quelque chose qui est important et que ça soit pour, économique, mais même pour leur image de marque. Apple qui, s'était fait pas mal, retoquer, je crois, hein, par vous, par vos services, par iFixit à une époque, et puis qui aujourd'hui se targue d'être vraiment, très en avance en termes de respect de l'environnement. Est-ce que, au global, les iPhones, remplissent les conditions et que vous avez fixées? Alors être très en avance sur, les la réparabilité, je ou ce genre de points sur Apple, on n'irait pas jusque-là. Après, on voit que sur les derniers modèles, Apple a quand même fait des efforts sur, la réparabilité physique.
des derniers iPhones, les iPhone 16, avec par exemple la généralisation de l'ouverture par les deux faces, que ce soit la vitre avant et la vitre arrière, ce qui évite d'avoir à démonter l'ensemble des composants, retirer la carte mère pour changer une batterie, par exemple, ou l'écran. Donc ça, c'est plutôt bien. Même mettre en place une petite astuce par un petit courant électrique qui permet de retirer la batterie des nouveaux iPhones très simplement au lieu d'avoir les stickers qui peuvent se casser. Les Ouais, trucs collés, qu'on n'arrive plus à voilà, remettre et cetera, quoi. c'est ça, les stickers qui ont tendance à se casser, on est obligé de manœuvrer et tout, c'est pas forcément très pratique. Donc ça, on apprécie ce genre d'effort. Après, c'est un peu dommage qu'ils ne mettent pas autant en avant que ça dans leur côté marketing. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, par exemple, pour rester sur le cas d'Apple, il y a toujours l'aspect verrou logiciel avec l'appariement des pièces. C'est-à-dire, chaque pièce a un numéro de série attribué à une carte mère en particulier. Et si vous voulez changer, les iPhones, comme ils font un check à l'allumage, ils se rendent compte que cette pièce n'est pas d'origine et auparavant, ça provoquait des blocages. La pièce pouvait Mmh. fonctionner, mais par exemple, Face ID était désactivé ou un message d'erreur apparaissait. Enfin voilà, c'est assez. Oui, ça empêchait d'utiliser des pièces d'autres fabricants, quoi, en fait. Ouais, ou même entre iPhone, hein. Par exemple, vous prenez 2 iPhone 12, par exemple, vous échangez certains, enfin la caméra Face ID, c'est 2 pièces officielles d'Apple, mais c'est pas raccordé à la carte mère. Mmh. Ça désactivait Face ID. Donc c'est pas uniquement les pièces tierces, c'était aussi même les pièces. Donc voilà. Ouais. Après, ils ont fait là avec iOS 18 l'assistant réparation qui fait que les gens peuvent, sur le téléphone directement, valider une pièce tierce, que ça soit d'un autre iPhone, récupérer une pièce achetée auprès d'Apple ou une pièce d'un autre fabricant. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Après, c'est lié aussi au compte iCloud de chaque utilisateur. Donc c'est bien pour prévenir le vol. Oui, c'est ça, c'est que maintenant, voilà, Apple en fait un élément, de sécurité pour éviter, le vol d'iPhone uniquement pour la revente des pièces. Alors oui, c'est vrai. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Après, il faut relativiser parce qu'on n'a pas forcément de statistiques sur le nombre d'iPhone qui étaient revendus pour pièces détachées dans le monde. Donc voilà, on est un peu difficile de dire ah oui, c'est super parce que ça va vraiment bloquer un gros marché parce qu'on n'a pas forcément de données là-dessus. Mmh. Enfin, il suffit d'avoir un petit marché, quand on est concerné, c'est un vol de trop, hein. On est d'accord. Non, après voilà, on est d'accord, ça peut être, c'est bien dans ce sens. Après, le revers de la médaille, c'est qu'on sait très bien, que les reconditionneurs, disent que souvent les gens qui donnent au recyclage leurs anciens appareils oublient de retirer iCloud et du Mmh. coup, que ce soit les ordinateurs ou les smartphones, sont inutilisables. On peut même et maintenant avec ce verrou, ils pourront même pas être récupérés pour pièces pour, voilà, reconditionner un autre appareil. C'est vraiment une brique. Une brique qui, du coup, va générer encore plus, de déchets électroniques. Donc c'est pour ça, il y a toujours une balance, à avoir, comme on n'a pas forcément de statistiques sur le papier, limiter les vols, c'est super. Après, au quotidien, ça aussi limite beaucoup le marché du reconditionnement parce que c'est vrai que les gens oublient de retirer leur compte iCloud et du coup, ça bloque absolument toutes les pièces. Donc, Alors voilà. quand on parle de réparabilité, bon, la plupart des gens font réparer leurs, appareils, par des spécialistes dans des boutiques, mais il y en a aussi qui se risquent à le faire eux-mêmes et justement vous, iFixit, vous proposez des kits de réparation pour un certain nombre d'appareils. Oui, ouais, ouais, on propose les kits alors avec les pièces détachées, les outils inclus avec pour que les gens aient tout à disposition pour faire eux-mêmes la réparation, que ce soit changer la batterie, l'écran pour les réparations les plus courantes. Car effectivement, les smartphones, même si on a une boîte à outils plutôt chargée, on a rarement le tournevis suffisamment petit pour dévisser Mmh. la petite vis sur l'iPhone ou n'importe quel téléphone. Donc voilà, on propose les kits prêts à emploi. Et Ça concerne quels appareils? on en a tous les partenaires en général ont déjà les kits. Après, on a aussi sur les iPhones, on a sur les principales marques. On a les principales marques, les gens peuvent avoir le kit prêt à emploi. Il y a beaucoup de gens qui réparent eux-mêmes leur smartphone? Alors, il y en a de plus en plus. Hem, on a, par exemple, la communauté qu'on a, c'est, plus de 3 millions de personnes dans le monde.
Donc ça veut dire que c'est des gens qui bricolent, au quotidien et on voit une tendance, croissante, en France. En France, je crois qu'on est à plus de 150 000 visites de tutos par mois. Donc on sent vraiment un intérêt, pour la réparation. Mmh. Donc voilà, les gens osent de plus en plus, que ça soit pour le côté, économique et écologique. Et vous avez passé même des partenariats, je crois, avec des marques, avec, certains fabricants de smartphones pour proposer, des kits de réparation plus facilement, c'est ça? Alors oui, donc oui, on propose les kits de réparation pour ces marques, mais on est là aussi pour les accompagner, sur la proposition de tutos qu'on peut faire avec eux pour que les gens puissent réparer leurs appareils et aussi leur donner des conseils sur la réparabilité de leurs appareils à différentes phases, que ça soit plus tôt dans la conception ou un peu plus tard, pour les accompagner sur la réparabilité. Ah oui, vous conseillez les fabricants, dans leur manière de concevoir leurs produits pour qu'ils soient, plus facilement réparables? Alors oui, voilà, on peut leur proposer un accompagnement en ce sens, pour leur dire, voilà, sur les précédents modèles, par exemple, on a repéré qu'il y avait tel ou tel élément qui était un peu compliqué à retirer. La batterie, c'était un peu difficile. On peut améliorer sur ce point pour, voilà, pour faciliter le retrait de la batterie, pour changer l'accès à la prise USB. Enfin voilà, on a un travail d'accompagnement. Après, les marques écoutent ou pas, suivent nos conseils ou pas. Ils Ouais. restent libres de le faire, mais ouais, on les accompagne aussi en ce sens si elles nous demandent. Merci Sandra Aubois, représentante, en France donc de, la société, iFixit et on peut retrouver, tous les tutos et cetera sur le site d'iFixit, ce qui s'écrit, je le précise, iFixit, hein. Bon, on a compris ce que ça voulait dire, ça veut dire: «Je le répare». Voilà, c'est ça, je le répare. Merci beaucoup. Merci.